Alors bien sûr, on a envie de la commenter tout de suite et d'entendre vos réactions. Mais on va commencer à animer du coup la table ronde dans un premier temps et après on pourra échanger sur vos impressions. Merci. Merci beaucoup. Et donc voilà, voir un petit peu dans un premier temps avec Agnès un petit peu ce que vous avez retenu d'intéressant dans cette vidéo. En fait, j'avais établi un petit peu les points positifs et les points négatifs par rapport à cette vidéo. Ce que je trouvais positif, en fait, c'est que pour une fois, on va présenter ici un personnage féminin. Et il faut savoir que c'est relativement rare. Donc, je pense que c'est à valoriser. Il y a l'évocation de l'adaptabilité, pardon, justement au niveau féminin, qui est représentée par une espèce de personnification de ce terme, et j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout que c'est ponctué avec humour. Donc on sort un petit peu des présentations un petit peu lourdes et un petit peu documentaires qu'on peut voir en termes de contenu sur Internet. Et il faut savoir que c'est modernisé puisque c'est inspiré de ce que je pense tout le monde a retenu par Kian Kojandi, le créateur de la série Bref. Donc on est sur un format décalé et je trouve ça aussi intéressant, ça change des formats habituels et qui sont très conventionnels et vraiment peu légers. On voit qu'il y a une tentative de représenter le côté sensoriel avec le ressenti de la personne au tout début de la vidéo, dans les premières minutes, lorsque la spécialiste va lui parler justement du diagnostic. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de développer un petit peu plus et de vraiment faire une espèce d'immersion et que ça colle un petit peu plus à la réalité pour vraiment que les neurotypiques se représentent un petit peu plus comment ça se passe. Après, je trouve que la vidéo, elle met en avant certains clichés qui sont représentatifs en fait de la vision des neurotypiques face à ce sujet-là. Par exemple, quand on voit certains collègues dire tu sais compter vite ou des choses comme ça. Et je pense qu'à travers ça, c'est un peu poussé à son paroxysme, mais on voit justement l'absurdité des conversations qui en émanent. Mais justement, c'est intéressant de voir les interactions ensuite et aussi la gêne qui est partagée, soit du côté typique ou neurotypique, enfin neuroatypique, pardon. Et en fait, très clairement, ça traduit pour moi, en tout cas, un manque d'information notable à ce niveau. Et que, en fait, de manière générale, les gens ne sont pas assez sensibilisés. Au niveau des points négatifs pour cette vidéo, parce que tout est perfectible, je trouve qu'on est parfois dans le cliché, en fait. C'est-à-dire qu'on va montrer et présenter quelqu'un qui s'adapte, surtout du côté féminin, ce qui est très vrai. Mais en fait, chez qui ça se perçoit tout de même. Et ça aurait été intéressant justement de faire un parallèle avec quelqu'un qui ne fait pas que s'adapter et se suradapte réellement et chez qui ça ne se voit absolument pas, et de faire le parallèle avec ce qui se passe à l'intérieur et comment ça peut se traduire et les répercussions. Parce que par rapport à ce qui est présenté dans la vidéo, en fait, on peut justement être neuroatypique, mais ça va peut-être choquer certains, mais aimer aussi aller en soirée, en fait, c'est pas pour moi incompatible. Et c'est sûr, après, ça a des conséquences au niveau fatigabilité et tout ce qui s'ensuit, mais voilà. Et aussi l'a priori de dire que ces personnes-là sont seules ou n'ont personne dans leur vie, ce qui est faux aussi. Et je pense, oui, que du coup, ce serait intéressant un jour de montrer comment ça se passe réellement pour les personnes qui se suradaptent et chez qui on ne peut pas se douter en les croisant dans la rue ou quand on les entend lors d'une conversation. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, pour faire un lien, la spécialiste au début de la vidéo évoque aussi que les filles ont un souci je cite, un souci de camouflage de leurs difficultés. Et je pense que, en fait, à ce niveau-là de la vidéo, ça manque d'informations et d'explications du pourquoi, en fait, ces personnes en viennent à devenir, je cite, des caméléons. Parce qu'à la base, il faut rappeler, je pense qu'il ne s'agit pas là d'un choix délibéré. En fait, ça émane souvent d'un besoin ou d'une nécessité pour faire face à tout l'environnement externe social, que ce soit
soit personnel ou professionnel. Voilà, c'est là. Bravo. Déjà, on a un petit peu préparé notre échange, et c'est vrai que par contre, je n'avais pas du coup entendu tout ça, donc encore une fois, bravo et merci. Alors, c'est effectivement, du coup, cette question de l'adaptabilité, du coup, elle revient beaucoup dans la vidéo, elle est même personnifiée, c'est assez original. Ça peut être un peu déroutant aussi pour certaines et certains d'entre nous, mais il y a aussi la question de cette adaptabilité parce qu'il y a un diagnostic qui est tardif, en fait, et donc du coup, il n'y a pas eu d'autres stratégies, il n'y a pas eu de choix, en fait, il fallait faire comme ça pour s'intégrer au mieux. Et donc, cette vidéo, elle parle un peu du diagnostic tardif, mais enfin, voilà, vous avez bien insisté dessus. Oui, je pense que c'était essentiel de l'évoquer. Alors, du coup, maintenant, si je me tourne vers Christine, peut-être pareil aussi, voilà, des points forts, les points négatifs ou les points positifs de cette vidéo, et puis peut-être aussi voilà, nous rappeler aussi comment tu as rencontré Agnès et quel est ton rôle au sein de l'entreprise. Bonjour à tous, donc Christine Sullivan, je suis manager chez IBM. Je suis aussi référent à Speak Friendly, donc il y a eu cette présentation sur Speak Friendly ce matin. Donc moi ce que j'ai pensé on m'entend pas ce que j'ai pensé de la vidéo, je pense qu'il y a des messages intéressants, notamment sur la nécessité de connaître un diagnostic pour l'entreprise. Et c'est pas pour pointer du doigt que la personne est neuroatypique ou autiste, c'est parce que il y a une notion de différence entre neurotypique et neuroatypique parfois dans les interactions sociales par rapport aux besoins, et que si en tant qu'employeur, entreprise, on ne les connaît pas, on ne peut pas aider, on ne peut pas agir, on peut mal interpréter aussi. Il y a une grosse question de compréhension de l'autre. La différence c'est fabuleux, mais il faut qu'elle soit tournée positivement, et Dieu sait si c'est bien d'avoir des gens différents dans une entreprise. Mais si on le prend dans l'angle où on ne comprend pas les réactions des autres, et on peut finalement avoir un ressenti négatif, on ne tire pas parti de la différence de l'autre. Donc il y a des exagérations, je trouve, dans la vidéo. Il y a quand même des stéréotypes un peu forts. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a une stratégie, c'est un bien grand mot, autour de la diversité et l'inclusion, mais ça permet aussi de sensibiliser les employés à la valeur de la différence, à l'inclusion, à comment la diversité peut apporter de l'innovation. Il faut se rappeler que les entreprises elles ont aussi besoin de mettre en place des stratégies d'innovation, et c'est bien de tirer parti de plusieurs profils, plusieurs expertises, plusieurs types de qualités, et pas forcément d'avoir un moule avec les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Donc je trouve que c'est là où je trouvais ça très excessif dans la vidéo, c'est la réaction par rapport notamment au terme autisme, où au fait d'accueillir une personne autiste, les gens partent en courant, je vous le confirme, ça se passe pas comme ça. Alors peut-être parce qu'il y a une sensibilisation, mais pas que. Je pense qu'il y a quand même de la bienveillance dans une entreprise si on montre et on sensibilise en amont qu'il y a de la valeur dans chacun, et qu'on peut aussi faire des aménagements qui permettent de tirer parti des qualités de chacun. Alors comment j'ai rencontré Agnès? D'ailleurs, ça a été suite à une réunion de ce type, en fait, suite à un événement de ce type. Et je remercie Pauline Pauline Belval, elle va être citée encore une fois, je pense qu'on va la citer de nombreuses fois, qui m'a contactée et qui m'a demandé est-ce qu'on pourrait avoir un apprentissage pour une jeune, et ce qui a été une chance pour nous. Je suis ravie que ça nous ait donné la chance d'avoir Agnès avec nous. Ça a été une très belle rencontre, et avec Agnès et avec Pauline, et un parcours alors peut-être simplifié par rapport au témoignage qu'on a eu ce matin de la personne d'Enedis, parce que justement il y avait quand même au sein de l'entreprise une démarche d'inclusion. On a la chance déjà au niveau global de l'entreprise d'avoir cette stratégie, plus une PDG qui est vraiment très sensibilisée au sujet, impliquée, qui travaille avec, on va avoir un témoignage de spécialistes externes, et
Donc je pense que c'est aussi des actions qui sont faites avec Outil Consult, enfin bon, d'avoir une volonté de comprendre aussi et de faire participer des gens qui sont vraiment compétents sur cette différence en fait. Et donc Agnès, on a commencé à regarder quel serait le stage, mais l'apprentissage qui pourrait être intéressant pour Agnès, mais aussi intéressant pour nous, entreprises, parce qu'il ne faut pas se leurrer, et même si on a une volonté d'ouverture, il est important que ce soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise trouve la bonne personne pour un profil de poste ou un besoin spécifique, et que la personne trouve le poste qui lui convient par rapport à ses aptitudes, ses compétences, ses envies, ses préférences. Et c'est à ce moment-là que ça marche. Si dire on intègre et on fait de l'inclusion sans qu'il y ait cette corrélation, c'est potentiellement un échec parce que la personne elle va peut-être se trouver très très mal par rapport à un profil de poste qui ne lui correspond pas. Donc il faut qu'il y ait cette correspondance et entre le besoin de l'entreprise et le profil de la personne. Et on a trouvé en Agnès vraiment des compétences qui nous intéressaient, qui étaient différentes peut-être dans l'approche par rapport même à la formation d'Agnès. C'est vrai que dans les entreprises comme IBM, on a un peu avec une ligne de recrutement sur des jeunes qui ont fait une école d'ingénieur. Enfin, on a quand même depuis des années finalement ces méthodes de recrutement, mais aussi par des stages. Et les stages, j'insiste énormément, où les apprentissages sont clés. Mais il faut qu'on puisse nous ouvrir à des profils différents et à des écoles différentes. Et c'est là où ça a été fabuleux parce que Agnès a fait une école différente de celle qu'on recrute d'habitude en fait. Et par rapport à ses qualités, et là, il n'est plus question d'autisme ou de neuroatypique ou de neurotypique, c'est qu'à un moment, Agnès, elle a les compétences, elle a aussi des différences par rapport à peut-être les aptitudes artistiques qu'on ne va peut-être pas chercher d'habitude, mais qui étaient très importantes dans l'apprentissage et dans le boulot qu'on avait, le projet qu'on avait confié à Agnès, et qu'elle a exécuté de façon parfaite et qui a permis aussi d'être très complémentaire à d'autres profils qu'on a actuellement dans l'entreprise. Donc je pense qu'il n'y a pas une personne chez nous qui un jour a regretté d'avoir Agnès dans l'équipe. Ça a été que du positif et une belle expérience pendant toute la phase d'apprentissage qui nous a amené derrière à pouvoir embaucher Agnès, ce qui a été le cas. Alors le temps avance et le temps file un petit peu, donc j'essaie toujours de respecter le temps. Il y avait une anecdote du coup dont on a parlé un petit peu, Christine, Agnès, du coup pendant la présentation, où justement où il n'y avait pas de réciprocité dans le partage des représentations. C'est l'anecdote qui fait référence sur, et là c'est pas du tout par rapport à Agnès, mais dans le cadre de ce que l'on peut proposer pour justement nous avoir plus d'opportunités d'ouvrir et de faire de l'inclusion, on fait des apprentissages, on fait des stages et on fait aussi des visites d'entreprise. Et dans le cadre d'une visite d'entreprise initiée par Pauline Belval, encore là, on a eu la chance d'accueillir deux jeunes, une jeune fille de 19 ans et un jeune homme de 18 ans, qui sont venus dans l'entreprise pour entendre parler des métiers du numérique et puis aussi finalement partager ce qu'ils avaient envie de faire peut-être dans le numérique. En fait, ils se cherchaient un peu. C'est toujours assez difficile pour un jeune de savoir exactement sur quoi il veut s'orienter. Et c'était intéressant d'avoir un partage avec des professionnels. Et donc, la jeune qui est venue nous a exposé son parcours où elle avait postulé pour un poste, et je ne citerai pas l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas à blâmer, je pense qu'il y a un problème de connaissance aussi, de compréhension. Et elle avait postulé pour un poste et elle s'était préparée de façon intensive, avait suivi des formations dans le secteur de l'entreprise et à l'issue de l'entretien, on lui avait dit, on ne lui avait même pas dit que vous ne correspondez pas, on lui a dit on vous contactera et à la fin on lui a dit qu'elle n'avait pas le poste, sans vraiment lui préciser pourquoi. Et en fait, Pauline m'a un peu expliqué que c'était par rapport à sa motivation, ou la non-perception de sa motivation. Et là, on voit tout l'intérêt et
la nécessité de faire de la sensibilisation. Parce que là où on a des différences, c'est aussi potentiellement dans l'expression des motivations. On sait qu'une personne autiste va peut-être pas avoir la même exubérance, la même facilité à être avenant, sourire au sens être un peu commercial, parce que quand on fait un entretien de recrutement, il faut être parfois un peu commercial aussi. Et donc le recruteur n'a pas du tout perçu la motivation de cette jeune. Et quand je l'ai vue se comporter, dans ce qu'elle disait, les propos étaient extrêmement... on voyait qu'elle avait une extrême motivation, mais son visage était relativement fermé. Sa tonalité de voix était très monocorde, et on sait qu'on est très sensible à tout ça, en fait, à l'expression du visage, à l'exubérance, à la tonalité des propos, etc. Et pour moi, c'est un profond gâchis, parce qu'elle avait toutes les aptitudes, on voyait qu'elle avait fait tous les efforts de formation, je pense qu'elle aurait été excellente dans ce poste-là, mais il se trouve que dans un modèle de recrutement traditionnel où on est peut-être dans nos mécanismes et habitudes de neurotypiques, si je peux dire ça comme ça, le recruteur n'a pas su percevoir vraiment la grosse motivation qu'avait cette jeune. C'était l'exemple, je pense qu'on avait discuté l'importance de traduire et d'être sensibilisé à ce qu'on ne réagisse pas toujours de la même façon suivant et que les méthodes de recrutement ne soient pas forcément toujours câblées sur des choses très extériorisées de façon traditionnelle. Peut-être du coup la transition elle est toute trouvée d'une part avec la prochaine intervention et puis aussi quand on a discuté ensemble de cette journée, Agnès du coup, nous a dit mais j'ai envie de faire un petit peu des recommandations et c'était aussi quelque chose que moi j'avais envie de faire partager. Du coup, du point de vue de la personne, justement, comment on pourrait se passer différemment cet entretien et ce recrutement. Du coup, j'ai noté quelques points, parce qu'en fait, je ne sais pas bien noter s'il y a des entreprises dans la salle. Du coup, oui, actuellement, je pense que le système de recrutement est vraiment dépassé et ne convient pas forcément aux neuroatypiques, pardon. Enfin, non, désolé. En fait, je pense qu'actuellement, ça ne convient pas aux neurotypiques, mais je pense qu'il faut imaginer que ça convient encore moins, du coup, aux neuroatypiques. C'est vraiment inadapté et je pense qu'il est vraiment temps de changer ça. Et ça passe aussi par la prise de conscience des recruteurs en amont de cette démarche. Et dans mes expériences professionnelles passées, j'ai pu travailler avec deux grandes enseignes, enfin deux grands établissements connus au niveau social et emploi. Donc j'ai pu voir justement au niveau professionnel comment ça se passait de plus près et affiner mon jugement. Mais je pense qu'il serait nécessaire de diffuser plus largement la problématique liée aux personnes neuroatypiques. Et en fait, je pense qu'il serait vraiment important de sensibiliser de manière globale et de ce fait généraliser en fait les entretiens de mise en situation. Donc en fait, les entretiens de mise en situation, c'est quelque chose qui est peu connu mais qui grandit entre guillemets ces dernières années. C'est-à-dire que plutôt que de juger un candidat à travers son expression lors d'un entretien, on va le mettre directement en situation sur son poste, dans la mesure du possible. Et je trouve ça plutôt pertinent, et que ce soit pour les neurotypiques ou neuroatypiques encore plus. Et je pense que c'est un bon process pour mieux cerner les capacités et les compétences de chacun. Donc en fait, la liste qui émane juste après des quelques points au niveau conseil, en fait, c'est issu forcément de mes expériences professionnelles. Donc il faut savoir que personnellement, lors de tous mes entretiens, j'ai dû me suradapter, et ce dès le début, afin de correspondre en fait au mieux à ce qu'on attendait d'un candidat, et justement d'essayer d'y correspondre parfaitement, jusqu'à ce qu'on aille même se dire que je n'étais absolument pas stressée, alors que intérieurement c'était vraiment tout l'inverse. Et en fait, c'est pas vraiment une manière très saine d'aborder un entretien d'embauche, et ça pousse les candidats à se surpasser sur quelque chose qui est plutôt futile, parce qu'on reste sur quelque chose de
pas forcément pertinent dans le sens où c'est du, oui, c'est du, comme tu le disais tout à l'heure, Christine, c'est commercial en fait, c'est pas très très vrai et parfois on peut se rendre compte que lorsque le salarié est en poste, il y a un contraste entre ce qu'il a présenté entre l'entretien et ce qui se passe réellement derrière. Voilà, donc au niveau des recommandations à destination des recruteurs, j'avais noté quelques points. Je pense qu'il y a un point primordial, c'est déjà d'arrêter de juger la motivation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des candidats à travers des questions courantes. Donc en fait, tout ce qui va être les questions classiques, je pense que c'est vraiment à bannir, mais même pour tout le monde en fait dans les années à venir. Si on veut vraiment obtenir une visibilité sur la motivation d'un candidat, je pense qu'il faudrait lui poser des questions sur son implication sur le sujet ou le poste concerné. Par exemple, à travers des questions qui vont porter sur le nombre d'heures qui vont être consacrées à l'étude du sujet, au domaine concerné. Et on va vite se rendre compte que, en général, et c'est pas un reproche, mais chez les neuroatypiques, il y a beaucoup d'heures passées et de volonté d'approfondir le sujet, et on se rend vraiment compte de la motivation de la personne à travers ça. Et je pense que oui, il faut se baser sur l'engouement du candidat à travers son intérêt. Donc si on veut connaître sa motivation, je pense qu'il faudrait simplement lui demander combien de temps il a passé à faire ses recherches sur le poste ou le domaine concerné. Je pense aussi qu'il ne faut pas attacher la même importance à ce que transmet un candidat en termes de gestuelle ou d'expression sur le visage, du ton de la voix, ni sur le regard. Et aussi, je pense que c'est vraiment important de ne pas forcer le candidat à maintenir le regard. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent absolument à capter le regard, et il faut savoir que c'est de notre côté vraiment pas agréable en fait. Alors je sais que c'est important pour les neurotypiques, même si ça reste obscur pour moi, mais, et que je me force à le faire, mais c'est vraiment pas agréable. Et je pense que pour évaluer les compétences de quelqu'un, on n'a pas besoin en fait de se regarder dans les yeux. Enfin, je pense que c'est peut-être pas si pertinent que ça en fait. C'est à reconsidérer. Ça reste mon avis personnel. Et je pense que du coup, ce serait important aussi de ne pas faire de conclusions hâtives en fait sur certains comportements qu'on pourrait interpréter à tort auprès d'un candidat neuroatypique. Par exemple, on parle souvent en psychologie ou en analyse comportementale de personnes qui croisent les bras, et que ça peut être un mouvement de recul par rapport à une situation ou un inconfort. Et il faut savoir que parfois, pour quelqu'un, ça peut être un confort de croiser les bras. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas faire de conclusion hâtive sur ça et essayer de se détacher un petit peu de ce qu'on voit, et de se focaliser peut-être uniquement sur le contenu plutôt que sur la forme. Ça peut être bien. Je pense qu'il faut préciser aussi au maximum ce qui se passe pendant l'entretien avec des détails, même si c'est par exemple des choses qui vous paraissent évidentes. Parce qu'on n'a pas la même perception en fait de ce qui nous entoure. Donc parfois, des choses évidentes pour les neurotypiques ne le seront pas pour les neuroatypiques. Donc des petites précisions en plus, ça peut être bien. Du coup aussi rester factuel au maximum en fait. Et peut-être aussi, enfin je l'avais pas noté mais ça me vient spontanément, mais d'éviter tout ce qui va être expression, qui pourront peut-être ne pas être bien interprétées par le candidat, comme ça a été évoqué pendant la vidéo lorsque la personne de l'accueil lui souhaitait bon courage. Et après, pour finir, souvent on entend « parlez-moi de vous » en entretien. Et je pense que si on généralise, ça peut être aussi difficile pour quelqu'un de neurotypique, parce que ça reste vraiment vague. Et je pense qu'on est vraiment, avec le « parlez-moi de vous », on est vraiment, pour moi en tout cas, dans le top 10 des phrases, des phrases relativement obscures lors d'un entretien d'embauche. Dans le sens où en fait la question elle est tellement vague qu'il peut être difficile pour le candidat neuroatypique de pouvoir apporter une réponse pertinente à cette question. Donc forcément si on veut un candidat pertinent en face de nous, je pense que déjà de base il faut aussi poser des questions relativement pertinentes et relativement ciblées pour obtenir la réponse souhaitée. Donc mon conseil à ce niveau-là, ce serait de préciser et de cibler au maximum les questions. Par exemple, ça peut être une question dédiée au candidat, enfin à destination du candidat, en lui demandant sur quelle thématique passez-vous le plus de temps. Et enfin, pour conclure, je dirais que ça peut être bien aussi de ne pas bousculer la personne
lors de l'entretien d'embauche et de ne pas faire ressentir la différence si elle est connue, tout en prenant en compte justement les particularités de la personne, mais de manière bienveillante. Et je pense que tous ces conseils-là sont valables aussi pour les neurotypiques. En fait. Je pense que le recrutement actuellement est vraiment à faire évoluer. Voilà.